Bonsoir et bienvenue au Grand Oral. Bonsoir Nora Bussini. Bonsoir, merci de me recevoir. Ravi de vous retrouver et de vous accueillir sur ce plateau du Grand Oral. Le public vous connaît vos enquêtes rigoureuses, courageuses, parfois dangereuses. En 2023, vous aviez infiltré les milieux wokistes, on va dire, pour faire vite, pour pouvoir justement ressortir avec une enquête que vous aviez appelée à ce moment les Nouveaux Inquisiteurs. Vous avez recommencé, vous renouvelez, vous revenez avec un livre qui s'appelle Les Nouveaux Antisémites. C'est toujours la même méthode, l'infiltration, venir un peu de manière cachée, sous nom d'emprunt, pour pouvoir récupérer des discours qui sont sans filtre. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser. Déjà parce que je ne pouvais plus, avec le précédent ouvrage, me présenter comme journaliste. J'étais déjà considérée comme une journaliste, je cite, sioniste, je cite, complice du génocide. J'ai eu le droit à absolument tout. Parce que vous travaillez pour Le Point, parce que vous écrivez pour Franc-Tireur. Tout à fait. Voilà, qui sont des journaux assez libres quand même. Et courageux et pas idéologues, mais pour ces interlocuteurs-là, vous êtes classifié. Exactement, je suis qualifiée même à l'extrême droite. Après, j'étais de l'extrême droite fasciste. J'ai découvert ça, mais à peu près tout le monde est d'extrême droite fasciste pour eux. Et donc effectivement, c'était sous couverture, sans spécifier à aucun moment que j'étais journaliste. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, après les Nouveaux Inquisiteurs, on avait le sentiment qu'au fond, vous aviez fait peut-être le tour de la question, vous aviez proposé au public voilà, des analyses assez édifiantes, mais qu'est-ce qui vous pousse à recommencer, à continuer et aller plus loin? Parce que là, vous dressez, en fait, dans ce livre, c'est absolument passionnant, édifiant et effrayant. Voilà, je vous fais le tour de la question et on va voir exactement comment. Mais là, c'est une cartographie des groupuscules qui peuvent renverser la République. Des groupuscules peuvent renverser la République? Tout à fait. Moi, je travaille sur l'ultra-gauche. Le propre de l'ultra-gauche, elle est militante, elle est politique, elle est associative. Elle va balayer des écolos radicaux, des black blocs. Elle va balayer énormément de militants qui se considéraient anarchistes, etc. Un gros groupe, mais qui ont en commun tous un rejet des institutions démocratiques, effectivement, et une volonté de déstabilisation de l'ordre public aujourd'hui. Moi, pourquoi j'ai voulu repartir et me replonger dans l'immersion, c'est le 7 octobre. Je ne vais pas revenir sur l'horreur que ça a représenté pour tout le monde. Beaucoup de monde l'ont fait bien mieux que moi bien avant. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que j'ai constaté que la plupart des collectifs féministes et LGBT, notamment, et plus ou moins, on peut dire, politiques et associatifs en France, que j'avais côtoyés sous couverture durant ma précédente immersion, les Nouveaux Inquisiteurs, sabraient le champagne le 7 octobre, en disant « c'est magnifique, enfin, l'opprimé se rebelle contre l'oppresseur. Enfin, il y a une volonté de libération et d'émancipation. » Parce qu'effectivement, ce qu'on avait vu et qui avait été très très choquant, et c'est à ce moment-là qu'on prend la mesure de ce phénomène qui vous fait replonger, voilà, comme vous dites, c'est qu'on avait assisté, on avait vu des manifestations de féministes qui avaient écarté les femmes juives israéliennes qui venaient protester également contre les viols, en particulier, qui s'étaient déroulés durant le 7 octobre. Et là, c'est ce qui vous fait, c'est le déclic pour vous? Même pas. Dès le 7 octobre pile, ça s'est produit. Dès le 7 octobre? Oui, dès le 7 octobre, je raconte, d'ailleurs dans le livre, des figures LGBT féministes militantes qui se mettent à être émues de joie de voir ce qui s'était passé le 7 octobre et qui sont aujourd'hui des artistes qu'on peut même voir faire des tournées en France avec de l'argent public. Et là, je me dis... D'accord, donc en fait ce que j'avais vu de manière sous-jacente en immersion au niveau précédent où la question juive était déjà très taboue, j'avais déjà eu des passages sur la question juive dans ma précédente immersion, là je me dis il faut que tu repartes et il faut que tu vois ce qui se passe et tu peux le faire que d'une manière, c'est sur le terrain sous couverture. Alors vous avez effectivement plongé au cœur de ce réacteur, on va dire, de la campagne antisémite décomplexée qui naît d'un pogrom. C'est ça le grand paradoxe du 7 octobre. Quels sont vos terrains d'enquête? Quelles sont les associations? Qui est la plus dangereuse, la plus active, la plus emblématique? Alors la plus emblématique, c'est un triptyque, c'est une pieuvre. Je vais vous prendre Urgence Palestine, l'organisation Samidoun, qui est une organisation qui est reconnue comme terroriste dans de nombreux pays, Israël mais aussi les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Parce que c'est la façade confirmée du Front populaire de libération de la Palestine, qui est une organisation terroriste. Et donc Urgence Palestine, qui est en passe de dissolution, qui a eu une demande de dissolution par le gouvernement, Samidoun, et également des collectifs comme Palestine vaincra, etc., qui sont finalement les tentacules d'une même pieuvre.
et vous montrez d'ailleurs comment ces associations, parce qu'elles sont réparties sur le territoire, s'adressent aux collectivités et bénéficient de fonds publics pour pouvoir vivre. Tout à fait, d'accès à des salles municipales pour pouvoir se produire dans des conférences auprès même des enfants. Elles sont soutenues, elles paradent avec des partis politiques. Moi je le raconte, je précise exactement quels partis politiques et quelles figures politiques les soutiennent et les fréquentent. On a la France Insoumise évidemment, mais il y a aussi des membres d'Europe Écologie Les Verts, évidemment le NPA et aussi Révolution Permanente. Alors, on le voit, hein, et on le voit très, très bien dans ce livre comme dans le précédent. À partir du moment où vous êtes en immersion et que vous faites semblant, on va dire, en tout cas vous vous comportez comme les gens que vous fréquentez pour ne pas justement être remarqués, vous participez aux manifestations, vous prononcez, criez les mêmes slogans. Vous établi une ligne rouge, une limite, oui. Quelle frontière un peu éthique et dans cette enquête vous fixez dans ces cas-là? Alors avant la frontière, déjà moi je me suis retrouvée à devoir créer, c'est le propre d'une investigation, une fausse identité crédible sur les réseaux sociaux et surtout apprendre des codes. Les codes, par exemple, j'ai failli me faire prendre à plusieurs reprises puisque par exemple je prononçais le mot Israël dans les groupes militants et à chaque fois je voyais des... Israël. Mais non, on ne dit jamais Israël évidemment. Il y avait des regards courroucés, on dit l'entité sioniste, toujours. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, l'entité sioniste et surtout, alors Israël avec le H pour elle, enfer, le jeu de mots. Et surtout, à un moment j'ai dit Tsahal et on m'a regardé effaré, on ne dit pas Tsahal, on dit l'armée génocidaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de termes comme ceci qu'il faut vraiment apprendre parce que sinon, on va déjà attirer une forme de méfiance. Mais alors, au-delà de la préparation, il y a cette fameuse ligne rouge, c'est que je m'étais dit pas de violence physique, je ne participerai pas à des violences physiques. Mais je n'irai pas défendre s'il y en a. Et ça a été le cas, puisque par exemple j'ai filmé, j'étais là quand les militants s'en prenaient à des femmes juives que je connais, des collectifs comme le collectif Nous Vivrons, que je salue, et qui savaient que j'étais de l'autre côté, et que j'ai vu se faire attaquer, se faire insulter. J'ai été là quand le député du Parti Socialiste, Jérôme Gage, s'est fait agressé par une foule qui lui hurla dessus et qu'il a dû s'échapper. Et il savait que vous étiez aussi en train de... Non, lui il ne le savait pas, mais du coup j'ai tout filmé, je l'ai prévenu immédiatement après, je lui ai envoyé les vidéos pour qu'il puisse directement faire des poursuites juridiques s'il le souhaitait, et il a tout à fait compris. Mais il y a eu un moment quand même où je n'ai pas pu finir une manifestation, c'est la seule, c'est à Strasbourg que ça s'est passé, parce que là on s'en est pris à des enfants. Et psychologiquement, c'était beaucoup trop dur pour moi de voir ce que j'ai vu et d'être avec... Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? Alors, on était à Strasbourg en février 2025, dans un contexte très particulier, puisque la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, qui est une maire Europe Écologie Les Verts, recevait des pressions pour lesquelles elle va céder, hein, mais j'explique pourquoi dans ce livre, pour qu'elle mette fin au jumelage historique entre la ville de Strasbourg et la ville israélienne de Ramat Gan. Donc, elle avait des pressions hebdomadaires au sein de sa municipalité, mais également au sein de militants de la ville, qui exigeait dans des manifestations qu'elle mette fin à ce jumelage. Donc moi j'arrive, déjà là je rejoins les manifestants, on a un camion floqué gloire à la résistance palestinienne, un très beau camion flambant neuf, et ensuite on va dans les rues de Strasbourg pour hurler, et on va devant le McDonald's de la ville de Strasbourg où sont attablés en terrasse des gens, mais surtout des familles avec des enfants en train de manger des Happy Meal. Et alors là, ils se déchaînent, c'est hurlements, ils ont des mégaphones et ils hurlent sur les enfants, vous mangez la chair des enfants palestiniens. Et en fait, ils leur hurlent ça tellement fort. Mais pourquoi ces enfants? Qu'est-ce que représentaient ces enfants? Ces enfants osaient manger McDonald's, alors que McDonald's doit être boycotté. Le mouvement boycott des investissements sanctions, qu'on connaît très bien. Insère McDonald's, d'accord. Insère McDonald's, puisque McDonald's serait selon eux lié, mais de toute manière, selon eux, même il suffit de n'importe quoi pour être lié à Israël aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'ai constaté, et McDonald's fait partie de la liste rouge à boycotter. Et là, tous ceux qui ne boycottaient pas McDonald's, donc en l'occurrence des familles avec des enfants, devaient être hués, à tel point que les enfants et les familles étaient terrorisés, ont dû se retrancher dans le McDonald's. La police a essayé d'intervenir pour protéger. Et en fait, de voir moi ces enfants terrorisés en train de manger un Happy Meal, à qui on dit qu'ils mangent de la chair d'autres enfants, c'était beaucoup trop pour moi. Alors, effectivement, quand on est au cœur de ce système, cette épreuve pour vous, c'est de rester quand même dans votre légende, votre couverture, hein, comme on dit. C'est tout l'enjeu de l'infiltration. Mais avant d'arriver vraiment sur le fond, encore au fond un mot. Est-ce qu'à un moment donné vous avez été senti en danger, démasqué, détronché, comme on dit chez les policiers, pour vous mettre finalement en accusation et de dire c'est une infiltrée, il faut la sortir?
aussi. Hein. Oui, j'ai failli être démasquée à un moment du livre lors d'une immersion avec le collectif Urgence Palestine dont je vous parlais tout à l'heure. Je participais à une séance sous couverture qu'Urgence Palestine organisait pour former un maximum de militants à intervenir sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, qui est un des sites les plus consultés à travers le monde et notamment par les étudiants. Et l'idée était de parvenir à modifier le narratif sur Wikipédia pour influencer en faveur de la résistance palestinienne contre Israël. Mais ça allait sur des pages historiques, ça allait sur la censure de pages, comme le viol de la jeune fille à Courbevoie, la jeune fille de 12 ans à Courbevoie. Ça va sur plein de choses et c'est comment faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes et d'utilisateurs. J'ai failli être démasquée, je le raconte plus en détail dans le livre, je ne veux pas trop spoiler, mais parce que c'est pour quelque chose de très bête. Tout était très très vérifié. Il fallait être certain, nous donner toute notre identité, vérifier qui on était, ils nous googlaient, il fallait bien être face à des caméras pour qu'on puisse bien voir le visage. Je pense qu'il y avait une recherche un petit peu en ligne. En tout cas, tout était très contrôlé. Et moi, je faisais croire que j'étais une étudiante à la faculté, donc j'avais bien tout révisé à la faculté dans une université, je le raconte, et j'avais même révisé un faux emploi du temps au cas où s'il y avait d'autres étudiants et qui me demandaient quelle prof j'avais. Et en fait, c'est tout bête, mais il m'a dit comment s'appelle le collectif qui est présent, le collectif palestinien qui est présent dans ton université. Et parce que moi j'avais dit que je le soutenais évidemment, et en fait je ne me rappelais pas de ce nom-là, parce que pour moi c'était collectif Sorbonne-Palestine, et il m'a dit il n'y a pas de collectif Sorbonne-Palestine. Ah. Et en fait, il y a eu un énorme silence, il m'a dit tu peux me redire s'il te plaît. Et en fait je n'arrivais pas à répondre, et du coup dans ces moments-là, il faut y appliquer des techniques et des méthodes, on va dire d'investigation, mais aussi de manipulation, et ça a fonctionné, je m'en suis sortie. Bon, on découvrira comment, d'ailleurs dans le livre, effectivement, on donne pas toute la fin de l'histoire. Sur le fond maintenant, c'est-à-dire que ce que vous constatez dans ces groupuscules, c'est que là, une fois de plus, la trame, l'ADN, c'est l'antisionisme, l'antisémitisme, c'est mêlé, c'est séparé, ça va ensemble. Comment ça fonctionne? Comment cette matrice s'organise? Alors, elle s'organise purement et simplement autour d'un ennemi commun. Parce qu'on le sait, c'est comme ça que j'ai voulu préciser ce livre. Je suis une grande lectrice de George Orwell. Il explique très bien dans 1984 comment un ennemi commun fédère. Comment un ennemi commun parvient à fédérer, là en l'occurrence, des islamistes avec des LGBT. Ce qui pourrait être totalement antinomique, comme on pourrait l'imaginer. Et là, en l'occurrence, l'ennemi commun, c'est le juif, ou plutôt le sioniste, et tous ses complices, de près ou de loin, qui permet de déclencher une haine fédératrice et qui va regrouper une ultra-gauche qui, à la base, est extrêmement fragmentée autour de cette figure. Donc c'est autour de la figure du juif, du sioniste et de ses complices. Tout à fait. Qui est le complice le plus évident pour par exemple, en figure, ces groupuscules, figure, alors ils ont un véritable acharnement sur des personnes que je connais, à l'instar de Sophia Aram, Caroline Fourest, qui ne sont pas juives, mais c'est encore pire parce que dans le cas de Sophia Aram, elle est comme moi, on est toutes les deux arabes, en tout cas franco-arabes. Oui, et franco-marocaine. Oui, moi je suis effectivement franco-marocaine, mais et du coup on est dans un rejet visiblement de notre identité, puisqu'on viendrait dénoncer l'antisémitisme et surtout à soutenir le droit d'Israël à exister. Alors, juste ça. C'est intéressant parce que vous faites partie effectivement de cette garde. Vous avez cité Caroline Fourest, vous avez cité Sophia Aram, et vous-même et d'autres aussi. Vous faites partie de cette garde, de ces boucliers qui existent en France, qui ne sont pas juifs et qui sont en première ligne et peut-être au fond, peut-être plus actifs que n'importe qui d'autre dans cette collectivité nationale pour lutter et dénoncer l'antisémitisme. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que quand j'étais adolescente, j'ai grandi, en tout cas à titre personnel, je ne peux pas parler pour Caroline Fourest, Sophia Aram ou même Mona Jafarian, que j'embrasse aussi. À titre personnel, moi j'ai grandi une partie de ma vie en banlieue parisienne où on ne côtoyait pas ou très peu de personnes juives, ou alors on ne le savait pas. Et donc pour nous, l'antisémitisme n'existait pas. Ou très peu. Moi, j'ai été confrontée qu'une seule fois avec une jeune fille de ma classe dont je le raconte, que j'embrasse. Et en fait, on était biberonnés à un discours assez antisioniste. Tout le monde se disait ça serait sympa d'aller voir Dieudonné en spectacle. Enfin voilà, c'était assez présent. Moi, je ne suis pas allée le voir en spectacle, mais je veux dire, voilà, c'était la norme. Et surtout, moi, je me rappelle à l'époque, je me disais, mais on n'en fait pas trop avec la Shoah, ça va jamais se reproduire. Dans le sens où évidemment, je savais très bien que la Shoah s'était produite, je n'étais pas du tout négationniste, mais ce que je veux dire, c'est que je me disais, ça se reproduira jamais, il n'y a pas d'antisémitisme, donc en fait, pourquoi on en parle plus qu'on va parler d'autre chose ? Et en fait,
de par mes enquêtes bien avant le 7 octobre, et alors bon, le 7 octobre a été un uppercut du droit, parce qu'on a vécu une Shoah en 2023, je me suis dit, mais en fait, là, tu dois donner un petit peu de toi, et intervenir, et proposer une caméra embarquée de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va effectivement maintenant voir, parce que dans votre enquête vous avez des informations, beaucoup, et des révélations, et notamment une, on va y consacrer quelques minutes quand même, sans tout dévoiler, parce qu'effectivement vous racontez ça de manière très précise dans ce livre, qui concerne une personnalité très connue, Rima Hassan, donc la députée européenne LFI, qui est connue pour son engagement anti-israélien de manière très très virulente, et peut-être même antisémite, vous nous le direz. En fait, Rima Hassan, elle a eu des fiancés, et en particulier un petit ami amoureux, juif. C'est ce que vous révélez dans le livre. Alors effectivement, Rima Hassan, ça vient expliquer. En fait, Rima Hassan, c'est important de préciser que elle s'était, ce que ça va révéler, c'est important, parce qu'en soi, elle-même a déjà évoqué en interview le fait qu'elle avait eu un premier amour de confession juive. Ça, elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même, elle s'en cachait pas. Et ce qui est intéressant, c'était de voir comment elle l'utilisait comme argument. Et ça, j'ai trouvé ça assez étrange. Et c'est ce qui m'a donné envie de creuser et de retrouver ce premier amour, ce fiancé de confession juive. Qui parle dans votre livre. Qui témoigne pour la première fois de sa vie. Dont vous avez changé le prénom, il faut le dire, hein, pour le protéger. Je protège, évidemment. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une Rima Hassan qui était en fait, au-delà de leur relation personnelle, qui était attirée par la culture juive, par Israël, par le judaïsme. Tout à fait. Alors Rima Hassan, c'est assez fou. Elle vient d'une famille de confession musulmane, donc il était strictement impossible pour elle que l'on puisse savoir qu'elle fréquentait un juif. Il fallait surtout pas que ça se sache, donc ils se voyaient en cachette, mais énormément. Elle était très très liée à la famille de son fiancé, qui est une famille juive très laïque, très peu pratiquante, et c'était assez fou parce que dans les nombreux échanges que j'ai pu consulter et vérifier évidemment, on la voit qui raconte qu'elle a pris des cours d'hébreu, qui va fêter chaque fête juive, mais avec parfois c'est même elle qui les rappelait à la famille de son petit ami, qui disait mais c'est fou, tu connais ça même mieux que nous. Donc il y avait vraiment une fascination, mais répulsion aussi. C'est pas moi qui le dis, puisque j'ai retrouvé la trace, par exemple, d'un homme avec lequel elle a échangé, qu'elle a contacté sur Facebook quand elle avait 19 ans. Cet homme, elle a cru que c'était un Israélien. Et après, il lui a fait croire, il n'a pas voulu lui dire la vérité, qu'il était un soldat de Tsahal. Donc ça, c'est quand même encore plus fort quand on sait comment elle s'en prend à l'armée israélienne. Et c'est ce qui l'a encore plus donné envie de lui parler et d'entretenir une sorte de relation épistolaire. Alors, ce que vous donnez peut-être à expliquer comme grille de lecture, c'est que toute la virulence, tout l'aspect vindicatif, tout l'engagement même idéologique de Rima Hassan viendrait au fond de déception, d'obsession liée à sa vie sentimentale avec des juifs. Pas que sentimentale, c'est une obsession totale envers la question juive et la question israélienne. Rima Hassan, elle demande par exemple à des proches de la famille de Raphaël, du coup son ex-fiancé, comment elle peut se rendre en Israël. Elle voulait s'y rendre à tout prix. Elle s'est rendue ou pas finalement? Elle n'est pas parvenue à s'y rendre. Non, elle a voulu y aller, si je ne me trompe pas, en 2011, avec Euro-Palestine notamment, elle n'a pas pu y aller, mais en tout cas, elle avait comme projet depuis toujours d'aller en Israël. Elle disait pour se ressourcer là-bas. C'était vraiment ce qu'elle a un petit peu sorti à beaucoup de monde. Et ça, je trouve quand même que c'est assez fou parce que de l'autre côté, dans les nombreux messages que j'ai pu consulter, elle avait des phases de haine et de colère qu'elle, du coup, elle faisait porter sur son fiancé juif parce que lui avait, d'ailleurs, il n'est même pas franco-israélien, il est simplement juif. Il avait en fait l'outrecuidance d'avoir de la famille en Israël et il avait l'outrecuidance de ne pas appeler à la destruction d'Israël, tout simplement. Il n'était même pas pro Netanyahou, hein, son fiancé, loin de là même. Mais tout simplement, il défendait le droit d'Israël à exister et ça, elle se vengeait, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ces lignes et leurs échanges, elle se vengeait sur lui. Alors d'après le récit de son ancien petit ami, c'est au moment où elle va au Liban que lui constate un revirement total, une bascule complète dans le discours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en quelle année? Et qu'est-ce qui se passe au Liban avec Rima Hassan? Alors c'est assez intéressant parce que jusqu'en 2013, elle rejoint un institut dans le cadre de ses études, mais jusqu'en 2013, cet institut au Moyen-Orient et au Liban était dirigé par François Burga. Et donc elle a été validée. On n'arrive pas à comprendre la chronologie pour savoir si c'est lui qui a validé son dossier ou pas, spécifiquement François Burga. Ça, alors universitaire, vous nous le rappelez en quelques mots, François Burga. François Burga, qui est un chercheur qui a été accusé à de très nombreuses reprises on peut dire, de complaisance avec l'islamisme. Je vais bien choisir mes mots.
Bordeaux, et qui a été justement placé il y a peu en garde à vue pour apologie du terrorisme, dans le cadre des propos qu'il a tenus à propos du Hamas. D'accord. Et voilà. donc, elle a elle le rencontre. Alors, on ne sait pas si elle le rencontre, en tout cas, elle rejoint l'institut que lui dirigeait peu de temps auparavant. Et donc, jusqu'avant là, elle allait très bien, Rima Hassan, elle allait même mieux. Elle disait même, d'ailleurs moi dans des messages que je lis, elle dit « je regrette de me relire sur ce que j'ai dit sur le sionisme ». Tellement elle se trouvait trop virulente quand elle était plus jeune. Elle part, et ça c'est très symbolique, avec la Magen David de son fiancé autour du cou au Liban. Lui doit la rejoindre, donc on n'est vraiment pas dans une dynamique de personnes, on va dire, radicalisée à quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Quel est Une vraie bascule. Une vraie bascule lorsqu'elle arrive au Liban, quand elle rejoint cet institut. Là, il ne la reconnaît plus. Déjà, il découvre plusieurs choses. Il découvre que Rima Hassan a retweeté à 2 reprises Alain Soral, des captures d'écran que j'ai récupérées. Ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal à lui pardonner, parce qu'il ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Elle se justifie. J'ai pu lire ses justifications. Elle estime que c'est un type, je cite, égaré. Et elle-même va plus dire « je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes sur Alain Soral plus que sur d'autres de l'extrême droite israélienne par exemple ». Ensuite, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'elle va retweeter une quenelle de Dieudonné. Ça, c'est quelque chose que vraiment Raphaël... Un geste symbolique à l'époque qui montrait une forme d'appartenance et en tout cas de message envoyé à l'extrême droite. Exactement. Donc ça, Raphaël se dit c'est pas possible. Et c'est surtout la première fois qu'elle a des, on peut dire, elle lui fait porter des tropes antisémites. Je fais attention aux mots que je choisis. En fait, elle va beaucoup plus l'accuser sur son rapport à l'argent, chose qui n'avait jamais été présente alors qu'ils se connaissent quand même depuis l'enfance. Ils se connaissent depuis qu'elle arrive en 6e et lui en 5e. Hein. Donc on est des années plus tard. Ils ont vraiment grandi et évolué ensemble. Et là, tout ça, lui, il ne comprend pas cette radicalisation, mais en tout cas, tout semble provenir, mais je fais attention encore une fois à ce que je dis, du Liban et surtout de cet institut où elle se trouvait, où elle a fait ses études. En tout cas, c'est le résultat d'une enquête époustouflante que l'on découvre dans votre livre, Les Nouveaux Antisémites, et que les lecteurs découvriront. Quelle est votre analyse, au fond, sur l'évolution de ce personnage qui est maintenant élu, qui est dans le système politique, et députée européenne? Il va y avoir des échéances à venir. Elle va continuer à travailler sur ce fonds de commerce, et ça va s'éteindre progressivement, ou vous la voyez, elle, continuer à dérouler une ambition politique? Alors, on va tout reprendre ensemble parce que moi, j'ai voulu comprendre comment Rima Hassan est devenue un objet politique. C'est pour ça que j'ai continué à suivre sa trace. En 2021, déjà, elle est repérée par un événement qui va être un événement qui propulse des futures personnalités. C'est l'événement Les Napoléons, qui s'est déroulé à Val d'Isère, où là, un club vraiment d'élite de grandes entreprises, mais également de politique. Et elle va pouvoir se produire là-bas. Ensuite, elle intègre ce qu'on appelle le collège citoyen, elle intègre une promotion qui vise à former des futurs acteurs forts et des moteurs politiques progressistes en France. Une initiative louable, une très belle promotion. Elle va la rejoindre avec un discours initialement plutôt listré, évidemment très centré sur la question palestinienne, et elle a tout à fait le droit. Elle a eu son ONG, l'Observatoire des camps de réfugiés, qu'elle a fondé. Sauf qu'il va y avoir un premier incident au collège citoyen. Ce qu'il se passe, c'est qu'elle va déjà partager sur son LinkedIn un hommage à une journaliste palestinienne qui a été assassinée. Et là, en fait, elle reçoit pour la première fois la lumière. Elle a des centaines et des centaines de gens qui la soutiennent et qui vont la remercier d'avoir pris ces positions très radicales. En tout cas, elle dénonce cet assassinat, mais elle dit directement qu'il s'agit de Tsahal, alors qu'il n'y avait pas encore eu les résultats de l'enquête. Et donc là, en fait, il y a dans les tonnes de commentaires sur son post LinkedIn énormément de commentaires antisémites que j'ai pu consulter parce qu'ils ont été gardés par les personnes de sa promo, qu'elle ne va pas modérer, qu'elle ne va pas supprimer et qu'elle ne va même pas contredire. Et là, ça va créer un schisme dans la promo parce qu'ils se disent mais pourquoi elle ne va pas contre cet antisémitisme? Ensuite, deuxième chose, c'est qu'elle va accuser des bienfaiteurs du collège citoyen, donc qui financent gracieusement sa promotion, un bienfaiteur d'avoir exercé du chantage pour parce qu'il l'a trouvé trop radical, en disant j'arrêterai mes financements si vous la gardez. Ce qui est faux. Moi, j'ai vérifié avec les fondateurs du collège citoyen, ça n'est jamais arrivé. Donc, il a simplement retiré ses financements. Et elle continue. Elle monte en pression, elle monte en pression. Il y a le 7 octobre. Le 7 octobre, je me rends compte qu'elle a effacé les tweets depuis, mais sur le coup, on voit des réactions incontrôlées. Peu de temps avant,
quelques jours avant, elle s'engageait. Elle disait « Jamais je n'appellerai à la destruction d'Israël, jamais je n'essentialiserai la société israélienne. » Et ça bascule. On va continuer à découvrir ça effectivement dans votre enquête, mais on approche là de la fin de notre émission. Vous êtes, pour ces enquêtes, pour ce courage, menacé, protégé, suivi. Comment ça se passe? Vous réussissez à avoir une vie tranquille avec tout ce que vous faites? Alors, je m'attendais à un déferlement de haine, mais alors je ne pensais pas à ce point-là. Vraiment, c'est saisissant. Vous êtes habitué, vous avez déjà eu ça avec le précédent livre. Là, quand même, là c'est pas mal. Parce que vous êtes au cœur du réacteur, effectivement. Oui, en fait, je suis au cœur du réacteur et surtout, je ne suis pas juive. Ce qui les rend, je crois, encore plus fous. Je ne suis pas juive et pour eux, ils se disent, mais c'est une trahison suprême. Vous avez le cœur lourd, c'est comme ça que vous terminez votre livre. Je suis terrifiée. Pourquoi vous terminez ce livre en disant j'ai le cœur lourd? J'ai le cœur lourd parce que j'ai très peur pour la France. J'ai très peur pour les élections municipales de 2026 et pour les élections de 2027. Pourquoi? Parce que cette génération Z, sur laquelle j'ai beaucoup enquêté dans le livre et qui est très poreuse à des discours militants et politiques ultra radicaux, soit à l'extrême droite, soit surtout à l'extrême gauche, et surtout est très sensible à une figure comme Rima Hassan, va être primo-votante. Et elle va représenter des votes qui peuvent être considérables pour les élections à venir. Nora Muceni, merci beaucoup. Merci pour cette enquête. Elle est absolument passionnante. Il faut absolument lire ce livre, Les Nouveaux Antisémites, qui a été publié donc par Nora Muceni.